Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Le son et l'image sont OK. Est-ce que vous pouvez me le faire savoir? OK, parfait. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire sur l'analyse technique, mené par notre cher Laurent Albi, président de l'AFAT, donc l'Association française des analystes techniques. Avant de donner la parole à Laurent, je vous rappelle que vous pouvez donc nous envoyer vos questions toute la semaine, donc avant le webinaire. Donc vous êtes beaucoup à envoyer vos questions directement à Falco. Si vous le faites, n'oubliez pas au moins de mettre en copie de ce mail l'adresse que vous pouvez voir à l'écran, donc varan.info@bnpparibas.com. C'est important. En l'occurrence, Falco est en congé et il se peut que vos questions ne nous parviennent pas si lui ne les voit pas à temps. Donc, en mettant cette adresse, vous éviterez que votre question passe à la trappe. Laurent, je te donne la parole. Ah, on t'entend, c'est bon. Bonjour, donc nous sommes jeudi 26 octobre, bienvenue à ce webinaire qui est mené donc conjointement par BNP Paribas et la FAT, Revue technique des marchés, que vous connaissez bien maintenant. L'exercice consiste à la fois à examiner ensemble des actifs qui vous intéressent et de ma part, quand je peux le faire, de vous donner des clés de lecture et d'analyse pour interpréter correctement l'évolution des prix grâce à l'analyse technique. Alors, on va commencer ce webinaire avec le sommaire qui devrait apparaître sur votre écran maintenant. Effectivement. Alors, nous avons donc le CAC 40 en préambule, comme à notre habitude. Nous avons aussi comme indice cette semaine à court terme une question d'Alain sur le Nasdaq. On va le regarder ensemble. Sur les actions, nous allons regarder quatre secteurs. Le premier, construction, avec une question de Sylvie sur Saint-Gobain. Le secteur de la santé, nous allons examiner Ipsen. C'est une question de Myriam. Le secteur alimentation et boissons avec Danone et Nestlé. Ce sont des questions pour Danone de Yves. Et c'est Alain qui nous interroge sur Nestlé. Et puis sur le secteur bancaire, c'est à nouveau Myriam qui nous interroge. Et puis nous avons Robert qui voudrait savoir comment nous interprétons ce qui se passe actuellement sur l'euro-dollar. Alors bien évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, des commentaires pendant que je parlerai, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat et de communiquer donc vos questions à Mathieu qui nous les dira, et comme ça je pourrai vous répondre en temps réel sur Exactement. les sujets qui vous intéressent. Alors, cela étant dit, on va directement passer au CAC 40 avec une belle journée pour l'indice parisien et pour les indices européens en général, aidé en cela par le discours de Mario Draghi qui a eu lieu en début d'après-midi. Une BCE qui est conforme, ou plutôt qui délivre un message conforme aux attentes des investisseurs et donc des acheteurs qui s'étaient un petit peu raréfiés ces dernières semaines, qui repartent à l'offensive, et on voit cet appétit pour le CAC 40 par l'inscription de cette bougie blanche dont le corps est extrêmement important. Notez la différence entre le cours d'ouverture et de clôture avec toutes les bougies qui précèdent. On est vraisemblablement en train de reprendre une tendance haussière qui avait été démarrée au début du mois de septembre, qui avait été interrompue pendant à peu près 3 semaines. Cette interruption s'était faite par l'entremise d'une consolidation latérale très petite. Vous la voyez ici. Autrement dit,
qu'on avait eu des opérateurs qui n'avaient pas le catalyseur nécessaire pour repasser à l'achat, mais qui malgré tout n'étaient pas vendeurs. Et on remarque quand on se met en ligne de clôture qu'on a eu, regardez, des prix qui ont toujours clôturé au-dessus d'une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. C'est une moyenne mobile qui est intéressante uniquement parce que quand on est dans un mouvement impulsif fort, elle arbitre assez bien les creux dans une tendance haussière et les sommets dans une tendance baissière. Et on voit qu'elle a bien fonctionné puisqu'à plusieurs reprises, les cours sont venus tester ce support dynamique et ont profité de ces tests pour repartir. Alors, les autres choses qu'on peut dire sur le CAC 40, c'est qu'à long terme, on est dans une tendance qui est haussière. Et le franchissement du sommet du mois de mai confirme cette lecture de long terme. À moyen terme, vous voyez qu'on avait fait une sorte de grande consolidation qui avait été amorcée par la consolidation du mois de mai. Là encore, cette résistance à 5442 points a été dépassée. Et puis, à court terme, on est dans un mouvement impulsif très fort, puisque vous le voyez, entre le début du mois de septembre et le début de cette consolidation début octobre, il n'y avait eu quasiment aucun mouvement correctif. Le mouvement actuel s'est fait donc sans pression vendeuse et puis maintenant on repart à l'achat avec un RSI qui repart lui aussi à la hausse, RSI qui a toujours été en zone de surachat. C'était un excellent signe que on était toujours dans une dynamique préservée à la hausse, et puis un ADX qui lui aussi est toujours resté bien orienté. Autrement dit, un CAC 40 qui reste sous tous ces aspects, pardon, bien orienté à la hausse. Alors, les niveaux maintenant qu'il va falloir avoir en mémoire, l'invalidation de court terme sur le CAC 40, elle est toujours à 5343 points. C'est le niveau de support qui a soutenu les prix lorsqu'ils ont consolidé latéralement. Le niveau de confirmation, eh bien, il a été donné. J'avais marqué avant de venir 5442 points. Vous voyez qu'on a clôturé la séance aujourd'hui au-dessus. Donc, tendance haussière de court terme et de long terme qui sont confirmés. Et puis, les prochaines cibles, j'ai identifié un prochain niveau de résistance à 5525 et puis après, un autre beaucoup plus haut qui représente la zone de résistance de l'automne 2007 entre 5720 et 5843. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le CAC 40. Tous les feux sont au vert et par conséquent, c'est des points d'achat qu'on va essayer de trouver. Alors typiquement, je vais rezoomer un petit peu pour vous donner un exemple de point d'achat possible. Si demain on faisait un petit pullback et qu'on revenait dans la zone des 5416 points, eh bien, ça serait un achat sur repli avec un stop sous 5343 et ça serait une belle opportunité d'accompagner cette tendance. Voilà Mathieu ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. S'il n'y a pas de questions. Justement, Daniel nous demande comment se déterminent les zones de résistance, en l'occurrence celle de 2007 que tu viens de mentionner. Eh bien, les zones de résistance se déterminent de deux manières différentes. Soit on procède par la projection de ratio de Fibonacci dans le sens de la tendance. On va d'abord chercher des niveaux de retracement et si on trouve ces niveaux de retracement, eh bien, on va utiliser ces niveaux pour faire des projections à la hausse. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de revenir dans le temps et de regarder les différents niveaux qui avaient été donc partie intégrante de la structure baissière du CAC 40 dans la deuxième partie de l'année 2007 et de prendre ces niveaux comme des résistances potentielles. Alors, le fait de savoir, le fait d'affirmer que ces niveaux de 2007 vont jouer le rôle de résistance importante prête au débat. Autant quand une résistance a été testée récemment, elle peut à nouveau jouer son rôle, autant quand on remonte à 7 voire 8 années en arrière, on peut se demander
on peut s'interroger sur la légitimité de ces niveaux et sur leur capacité à freiner le marché. Alors, c'est plus des niveaux théoriques qu'autre chose, puisque on n'a rien à partir de maintenant au-dessus de 5442 points, à part des projections, on n'a pas d'anciens niveaux sur le CAC 40 à part ceux que j'ai donnés. Donc voilà, Daniel, pour répondre à votre question, pour trouver des niveaux de résistance, soit on utilise les projections, soit on retourne dans le passé et on essaye de voir où sont les niveaux qui, par le passé, ont marqué des rebonds ou au contraire ont capé des sommets. Merci Laurent. Question de Yann avant de passer au Nasdaq. Est-ce que la dernière bougie explique la divergence du RSI? Alors, je ne comprends pas la question. Ce que je peux dire, c'est que la dernière bougie donne un signal intéressant sur le RSI dans la mesure où celui-ci était en consolidation et que cette dernière bougie a permis de dépasser cette oblique baissière. C'est tout ce qu'on peut dire sur le RSI. On ne peut pas associer, à moins que Yann, par écrit, explicite plus sa question, on ne peut pas faire de lien entre une divergence baissière sur le RSI et la bougie d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne comprenais pas la question. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cette bougie, elle relance la dynamique d'achat et elle permet au RSI, qui avait de toutes les façons toujours été dans une zone favorable, de repartir à la hausse. Merci. Laurent, je te propose qu'on continue avec le Nasdaq. Merci. Tout à fait. Alors, c'est Alain qui nous interroge donc sur le Nasdaq. Alors, attendez, je vais... Voilà. Alors, sur le Nasdaq, alors j'ai pris le Nasdaq 100. Bon, on est à long terme dans une tendance haussière. À court terme, on est également dans une tendance qui est haussière avec un indice américain qui, il y a quelques jours, a inscrit un nouveau plus haut historique. Alors, on a une structure donc qui semble bien construite. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait une résistance à 6000 points, résistance qui avait été donc un obstacle à la progression des prix le 27 juillet, un petit peu plus tard également le 8 août, et puis pendant toute cette période du mois de septembre. Et une fois que cette résistance a été dépassée, elle devenait potentiellement un support. Eh bien, ce principe a été a priori vérifié hier, puisque vous le voyez, le Nasdaq est en correction dans une tendance haussière depuis une semaine, et qu'il y a eu un rejet du marché sur cette zone à 6000 points, avec l'inscription d'une mèche basse qui montre que il y avait des opérateurs, des investisseurs qui attendaient le retour sur cette polarité pour passer acheteur, et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on peut également dire sur le Nasdaq, c'est que on est certes dans une tendance haussière, dans un marché qui fait des plus hauts, mais malgré tout, cette tendance est lente. On est dans une tendance haussière lente. Pourquoi ? D'abord, on voit que cette moyenne mobile à 40 périodes, quand on était dans un mouvement impulsif, elle servait de support. Et puis, depuis le mois de juin, on voit qu'elle a été chahutée avec des prix qui sont passés au-dessous, et puis au-dessus, et puis au-dessous, puis au-dessus, et puis au-dessous. Quand vous avez un marché qui, au préalable, avait une moyenne mobile qui fonctionnait bien et que cette moyenne mobile fonctionne moins bien, ça veut dire que le marché ralentit. Ça ne veut pas dire qu'il va se retourner, mais simplement que sa vitesse de progression est donc en train de baisser. Et c'est pour ça que
je vous disais que ce sont des tendances qui sont haussières mais qui sont lentes. Le premier élément, c'est d'avoir une moyenne mobile à 40 périodes, vous voyez, qui est enfoncée et puis réintégrée. Le deuxième élément, tout à l'heure on parlait ensemble de cette moyenne à 10 périodes exponentielles. Regardez comme elle arbitre parfaitement la hausse en début d'année quand le mouvement est ici impulsif. Regardez comme elle fonctionne également ici parfaitement en avril lorsqu'on est également donc dans un mouvement qui est impulsif. Et là, on l'a vu sur le CAC 40, elle était également elle servait d'arbitre et dès qu'on venait la tester, les prix repartaient. Et puis là, on est passé au-dessous de cette moyenne à 10 périodes. Autrement dit, on voit bien qu'on a un deuxième élément qui nous montre que dans une tendance de court terme qui reste haussière et qui s'inscrit dans une tendance de moyen et long terme qui sont également haussières, et bien malgré tout, on a un momentum qui est en train de baisser, de s'amenuiser. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est quand on voit le RSI, bien vous le voyez, il est toujours haussier, ce RSI. Je vous rappelle qu'un RSI haussier, c'est un RSI qui, dans une tendance, va être borné à la baisse à 40 et à la hausse à 80. Alors, il est toujours haussier, ce RSI, mais il a échoué à retourner sur des zones franches de surachat, puisque vous voyez, il s'est arrêté bien en dessous. Autant quand il était dans cette hausse ici, en février et en mai, eh bien, il avait réussi à dépasser ce niveau. Autant maintenant, il a non seulement échoué, mais il repart à la baisse. Donc, ça nous montre simplement que dans ce contexte haussier, on a également un RSI qui, bien que haussier, montre un petit peu de fatigue. Et puis, le dernier élément, c'est cette... Je vous prie de m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Le dernier élément, c'est cet ADX qui non sellement reste très faible, mais en plus on a un DI- qui est passé au-dessus du DI+. C'est pas exactement le genre d'événement qu'on a envie de voir dans une tendance haussière, un DI- qui passe au-dessus du DI+. Autrement dit, et ça sera le mot de la fin sur le Nasdaq, on est dans une tendance haussière, mais qui est lente, avec des éléments qui nous font penser. Alors attendez, il faut que j'arrive. Une tendance qui nous font penser, des éléments, excusez-moi, qui nous font penser que on va peut-être ne pas réussir à se maintenir au-dessus de ce niveau à 6000 points. C'est-à-dire que cette bougie d'hier qui montrait, comme je vous le disais en préambule, ce rejet du marché sur cette polarité, eh bien aujourd'hui, pour le moment en tout cas, n'est pas suivi d'effet. Et on aurait pu préférer voir une grande bougie blanche pour montrer qu'effectivement, on est dans une dynamique qui est toujours intacte et on a une sorte de doji, ou en tout cas de toupie sur le Nasdaq 100. Autrement dit, des opérateurs qui pour le moment restent incertains, indécis quant à leur désir de continuer d'acheter cet indice à forte composante technologique et par conséquent, une rupture des 6000 points n'est pas un scénario, en ce qui me concerne, que j'exclus totalement avec tous les éléments qu'on vient de voir sur les moyennes mobiles, sur l'ADX et sur le RSI. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, Mathieu, s'il n'y a pas de questions sur le Nasdaq. Mais qui porte plus sur le trading que sur Oui. que sur l'analyse technique. C'était il voulait savoir si après l'achat d'un tracker sur Nasdaq ou tracker sur des valeurs qui possèdent un risque de change, est-ce que la couverture est systématique? La couverture en devise, est-ce qu'elle est systématique après? Doit-on se couvrir à chaque fois? Ben ça dépend de ce que vous achetez. Si vous achetez par exemple un tracker français libellé en euros qui suit le Nasdaq, le risque de change est inclus. Si vous achetez un tracker américain, par exemple le QQQ, qui est libellé en dollars et qui s'échange justement sur le Nasdaq, bien, le risque de change, il existe. Donc,
Ça dépend de ce que vous achetez comme produit pour suivre le Nasdaq. Alors attendez une seconde, je vais couper le micro. Voilà, je vous prie de m'excuser. Donc pour répondre, tout dépend du sous-jacent que vous achetez pour savoir si le risque de change est inclus ou pas. Je voudrais vous donner un dernier point que je n'ai pas évoqué par rapport au Nasdaq. À court terme, parce que c'est important, le niveau qui invalide la dynamique, eh bien, il est tout proche, il est à 6000 points. Autrement dit, si on repasse sous ce niveau de support, on retourne dans cette zone de consolidation qui a eu lieu entre juillet et août. Et si on retourne dans cette zone de consolidation, alors la dynamique haussière est détériorée. Ça ne veut pas dire que le marché se renverse, mais il y a une détérioration de la dynamique. À moyen terme, le niveau d'invalidation est tout à fait différent puisqu'il est à 5580 points. À moyen terme, tant qu'on est au-dessus de 5580 points, on est toujours dans une dynamique haussière de moyen terme. Merci. Voilà, Mathieu. Laurent, on va, oui. Merci beaucoup. On continue avec On va le avancer. premier secteur. Alors, on va aller regarder Danone. Danone, qui fait partie du secteur de l'alimentation et des boissons. C'est un secteur qui, depuis le début de l'année, performe en ligne avec le reste du marché. Donc en fait, il y a 3 cas de figure assez simples à identifier sur un secteur. Soit il est en état de surperformance par rapport au marché, il va plus vite à la hausse, soit il performe en ligne, c'est le cas du secteur de l'alimentation et des boissons, soit il sous-performe, ça veut dire qu'il monte, mais il monte moins vite. En ce qui concerne donc ce secteur, il est en ligne avec le reste du marché. On va regarder la tendance de long terme. On voit qu'on est sur une tendance qui est haussière et sur la tendance de court terme, on est également dans une tendance qui est haussière, donc depuis le début du mois de juillet. Alors, au niveau de la structure des prix, là aussi, on a une polarité qui a été activée, puisque on avait une zone de résistance à 68,54 qui avait par le passé récent, en août et en septembre, capé la progression des prix. Et vous le savez tous maintenant, quand une résistance est dépassée, c'est un principe important d'analyse technique, elle devient un support potentiel. Eh bien, ce principe de changement de polarité a été une fois de plus vérifié, puisque vous le voyez, on a eu des opérateurs qui attendaient le retour sur ce niveau à 68,54 pour passer à l'achat, et on a eu aujourd'hui donc une bougie qui nous montre que on a une reprise du courant acheteur. Du point de vue des moyennes mobiles, on a une 10 période qui a été enfoncée avec une clôture aujourd'hui qui est juste sur le niveau de prix, donc une petite faiblesse du momentum avec ce passage des prix sous cette moyenne mobile. En revanche, quand on regarde la 40, on voit qu'elle est toujours en dessous et qu'elle est haussière, mais qu'elle n'est pas très pentue. Autrement dit, on a une tendance à court terme qui est court-moyen terme qui est haussière sur Danone, mais on voit bien que à court terme, il y a une petite dégradation et à moyen terme, il n'y a pas eu de dégradation, mais la progression est lente. Le RSI maintenant, quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'il est entre des zones de bull market, c'est-à-dire entre 37,50 et 79. C'est un RSI, c'est le comportement d'un RSI typique d'un marché haussier, d'autant plus que vous voyez, il est en train de redresser la tête sur un niveau de support important à 48. Enfin, le niveau en l'occurrence important sur le RSI, c'est 50. 50, c'est la ligne de partage des eaux entre un marché haussier et un marché baissier. C'est le niveau théorique qui sépare un marché haussier d'un marché baissier. Bon, on l'a marginalement enfoncé, on repart à la hausse. On a un RSI qui semble bien disposé et qui donne donc des signes encourageants de reprise, non seulement parce que ces bornes sont celles d'un bull market, mais également parce que maintenant il repart à la hausse. Alors, quand on regarde le DMI, l'ADX, pardon,
On voit un ADX qui a fait un sommet à 30 et qui est en consolidation avec un DI plus qui repart à la baisse et un DI moins qui part à la hausse. Ça veut dire que on est là aussi dans un contexte de tendance haussière affirmée mais lente, ralentie. Hein, parce que justement, on a ce DI+, qui est en train de baisser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en train de se rapprocher tous les deux et qu'on pourrait tout à fait, vous voyez, comme ici, avoir justement un point de contact et une reprise de la hausse pour le DI+. En tout cas, sur Danone, et pour conclure, le niveau d'invalidation de court terme il est à 68,54, c'est-à-dire que là encore, si on devait repasser sous ce niveau de résistance devenu support, ça serait une première dégradation technique qui confirmerait le retour à l'intérieur de ce trading range. Et si on a une dynamique haussière qui doit rester intacte, eh ben on ne doit pas retourner dans la consolidation précédente. Hein. C'est assez facile à comprendre. L'invalidation de moyen terme, elle est à 62,82. Okay. Pourquoi? Quand on se met donc en hebdomadaire, eh bien le dernier creux qui précède le dernier sommet, il est à 62,50. Alors, il peut y avoir une lecture alternative avec un creux plus bas à moyen terme à 65,28. C'est acceptable du point de vue de l'analyse de dire que à moyen terme, 65,28 est un niveau de support. En ce qui me concerne, ça prête à discussion. J'ai préféré mettre le niveau d'invalidation de la tendance de moyen terme sous 62,52, mais il y a parfois des cas comme ça où on peut effectivement débattre sur le niveau d'invalidation. Alors, pour les plus agressifs, j'ai envie de dire que si vous mettez à moyen terme un niveau d'invalidation à 65,28, c'est pas une erreur de compréhension, ce n'est pas une erreur d'interprétation de mettre votre niveau de stop ici. En ce qui me concerne à moyen terme, moi je préfère le mettre en dessous pour laisser un peu plus de latitude au marché. Alors, 65,28, on retrouve ce niveau ici, et 62,82, c'est ce niveau ici. Autrement dit, à moyen terme, il ne faut pas que le niveau de support du trading range précédent soit enfoncé pour maintenir une dynamique de moyen-long terme qui soit préservée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Danone. Alors, le niveau qui viendra confirmer la dynamique haussière de court terme et de moyen terme, d'ailleurs, eh bien, c'est l'inscription d'un nouveau sommet, c'est-à-dire un passage au-dessus de 72. Et puis, j'ai envie de vous dire que du point de vue du trading, on a un point d'achat là, hein, puisque regardez, on a eu cette polarité, on a eu ce pullback. Je n'ai pas mis en avant les niveaux de retracement de Fibo, mais on est sur un 50% de la dernière impulsion et on est sur un 38% de toute l'impulsion précédente. Autrement dit, c'est des niveaux de Fibonacci parfaits pour repasser acheteur. Alors, c'est pas parce que je vous ai expliqué, plutôt j'ai décrit devant vous tous ces éléments techniques qui plaident pour une reprise de la hausse que si un trader rentrait à l'achat sur Danone, il serait certain de faire un trade gagnant, hein, loin de là. Il y a toujours une part de risque et une part d'aléatoire en trading qui fait que les plus beaux graphiques peuvent tout à fait receler des pièges. Autrement dit, on peut tout à fait ouvrir demain en gap baissier sur Danone. Hein. Quand on parle de trading, on ne deal jamais avec des certitudes, mais qu'avec des probabilités. En l'occurrence, sur Danone, on a pas mal de probabilités pour nous faire penser que on est sur un niveau où la reprise de la tendance haussière devrait se faire. Alors,
pour conclure, ce qui est intéressant sur ce niveau de prix, c'est que votre stop, il est vraiment tout près. Hein, il est vraiment sous le plus bas d'hier. Autrement dit, 68,54, mettre un stop d'invalidation juste en dessous à court terme, c'est pertinent parce que soit effectivement, on a une dynamique qui est celle-ci, donc entamée depuis le début du mois d'août, qui est préservée et on repart tout de suite à la hausse, soit on est effectivement en présence d'un titre qui va casser le support et à ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore et on ne sait plus exactement où est-ce que le titre peut repartir, 65,28 et pourquoi pas beaucoup plus bas, 62,82. Voilà ce que on pouvait dire sur Danone. Y a-t-il des questions, Mathieu? Alors, une question de Bernard qui souhaite savoir pourquoi tu utilises des moyennes mobiles 10 jours exponentielles et 43 jours arithmétiques. Alors, la raison est que j'ai besoin, quand je me sers des moyennes mobiles, il y a deux éléments qui m'intéressent. On va parler d'une tendance haussière. Est-ce que je suis le témoin, est-ce que j'assiste à un mouvement impulsif haussier? Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que la tendance de fond est haussière? Quand j'utilise une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, ça veut dire que c'est une moyenne des 10 derniers cours de clôture, avec une moyenne construite de telle manière, puisqu'elle est exponentielle, que les derniers cours de clôture sont surpondérés par rapport aux premiers. Autrement dit, dans la construction de cette moyenne mobile à 10 périodes, les cours de la 10e séance, de la 9e séance, de la 8e séance, etc. comptent plus dans le calcul de la moyenne que les cours de la première séance, de la deuxième séance et de la troisième séance. Donc, c'est une moyenne mobile qui non seulement est très courte et très rapide, mais en plus est très réactive. Parce que si on a des séances récentes, 8, 9 et 10, qui sont baissières, ça va tout de suite impacter la moyenne mobile. Donc, je choisis cette moyenne mobile parce que j'ai envie de savoir si je suis dans un mouvement impulsif ou pas. Et pourquoi une moyenne mobile à 40 périodes et arithmétique? Parce que je veux qu'elle soit par construction beaucoup plus lente. 40 périodes, c'est 2 mois de trading. Chaque mois de trading comporte, grosso modo, 20 séances. Et donc, quand j'ai une moyenne à 40 séances, ça veut dire que j'ai 2 mois de trading. Donc, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que la tendance de fond sur les 2 derniers mois est également haussière? Et par conséquent, ça me donne une indication sur le sens de la tendance et sur les points d'arbitrage sur lesquels les opérateurs vont vraisemblablement repasser à l'offensive s'il y a des tests qui sont faits sur ces moyennes. Autrement dit, par expérience, et là je partage avec vous mon expérience, ce n'est absolument pas de la théorie, c'est mon utilisation des moyennes mobiles. Par expérience, la 10 et la 40 sont intéressantes parce que tant qu'elles sont toutes les deux correctement alignées, eh bien, vous avez intérêt à rester dans la tendance. Et comme elles sont très différentes, c'est-à-dire 10 très réactives et 40 assez lourdes, eh bien, elles croisent très vite. Vous voyez? Alors, il y a évidemment des faux signaux, mais là, vous voyez, quand la 10 passe au-dessus de la 40, on a un beau signal d'achat. Et quand le marché se renverse, eh ben, le croisement vient assez tôt. Okay? Et quand là, on est dans une tendance qui est plate, mais qui s'inscrit dans un mouvement haussier, on voit que la 10, elle reste quand même au-dessus de la 40. Donc, c'est la meilleure combinaison, sachant qu'elle est loin d'être parfaite, mais c'est la meilleure combinaison que j'ai trouvée pour à la fois rentrer rapidement et à la fois avoir des croisements qui ne donnent pas trop de faux signaux et qui me donnent des indications sur le momentum de moyen terme, 40 jours, et sur la nature et la qualité de l'impulsion haussière à très court terme. Voilà ce que je peux dire sur le choix de ces moyennes mobiles. C'est très empirique. À titre anecdotique, j'ai longuement travaillé par le passé avec une autre combinaison de moyennes mobiles qui fonctionne également très bien. C'est la 13 exponentielle avec la 34 exponentielle. Donc vous voyez, chaque analyste, chaque trader va trouver
la moyenne mobile et la combinaison qui lui va bien. Ce qui est important, c'est que vous trouviez des moyennes mobiles qui arbitrent bien les creux dans une tendance haussière et qui arbitrent bien les sommets dans une tendance baissière. Comme ça, quand cette moyenne mobile va être chahutée, ça va vous donner une indication sur le fait que la vitesse est en train de baisser. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à la question de notre auditeur. Et si c'est le cas, je passe à Ibsen. Alors, petite question rapide d'Henri avant de passer à Ibsen. Est-ce qu'il existe une moyenne mobile en nombre de titres échangés? Bien sûr, c'est les volumes. Enfin, si je comprends bien votre question, le nombre de titres échangés, qu'est-ce que c'est? C'est le volume quotidien ou c'est le volume de la période considérée. Donc, si on parle par exemple de volume quotidien, tous les jours, vous avez un certain nombre de titres qui sont échangés sur le marché. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire une moyenne mobile à 20 périodes de ces volumes. Comme ça, vous avez ou même de 50 périodes, ça vous donnera 2 mois et demi de volume moyen sur donc les 50 dernières périodes. Et donc, si vous avez en séance ou sur une séance un volume qui est très supérieur au volume lissé des 2 derniers mois et demi de trading, eh bien, ça veut dire qu'on est sur des volumes anormalement élevés. Okay, ce qui viendra a priori conforter un signal d'achat, par exemple. Sachant que dans les baisses, les volumes sont moins importants sur les actions. Donc oui, vous pouvez mettre des moyennes mobiles sur les volumes. Merci Laurent. Allez, on passe à Ibsen. Alors, premier élément d'information sur le titre, il fait partie d'un secteur qui est faible. C'est-à-dire que sur 2017, posséder un ETF secteur de la santé n'aurait pas représenté un grand intérêt du point de vue de votre allocation d'actifs, puisque c'est un secteur qui a sous-performé le reste du marché. Et Ibsen, dans ce contexte de sous-performance sectorielle, est elle-même dans un contexte neutre. Alors pourquoi il est neutre? Regardez, à long terme, on est dans une tendance haussière démarrée en mars 2016, donc tout va bien. En revanche, à moyen terme, c'est-à-dire depuis juin 2017, on est dans une espèce de pâté borné à la hausse par un double test de cette résistance à 128,44 et borné à la baisse par ce support. Donc vous le voyez, on est dans un marché qui, dans une tendance de fond primaire de long terme, est toujours haussier, mais à moyen terme, c'est-à-dire les 6 derniers mois, on est sur un niveau de prix, vous voyez, qui est équivalent à celui d'avril. Donc on voit bien que le titre à moyen terme ne progresse plus. Donc Ibsen est sur le long terme haussier, moyen terme neutre, et puis à court terme, il semble que soit on est neutre, soit on voit qu'on est en train de partir à la baisse, mais là c'est vraiment du très 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 court terme, puisque ce n'est que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon ça fait même pas 2 semaines. Donc on va dire que sur Ibsen, on est neutre à court et moyen terme. Ok. Alors, ce qui est important sur ce titre, c'est que on est proche d'un niveau de support qui est important et qui est à 103 €. Si ce niveau de support est enfoncé, il y a un risque baissier important qui va s'ouvrir et qui pourrait faire que jusqu'à la prochaine zone de support à 90,68, il n'y aura pas vraisemblablement de soutien significatif de la part des investisseurs. Donc, on est dans un trading range, on est proche de la borne basse de ce trading range, on a une bougie qui a un long corps noir, on est proche donc du niveau des 103 €. Il peut y avoir un regroupement des acheteurs sur ce niveau pour soutenir le titre et le faire repartir à la hausse. Si c'est le cas, le target, la cible que j'aurai, ne dépasserait pas le précédent sommet, c'est-à-dire la borne haute du range
à 120,60. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans une tendance plate. Quand on est dans une tendance plate, a priori, on paye les supports et on vend les résistances. Donc, si et seulement si je vois une combinaison de bougies, comme par exemple une étoile du matin, qui se met en place sur la borne basse de ce trading range, alors on peut rentrer acheteur avec un niveau d'invalidation qui sera sous le doji qui constituera le centre de cette étoile du matin, donc un stop très serré, et puis on vise les 120 euros. Cela dit, je me précipiterai pas pour payer Ipsen parce que j'ai plutôt envie de placer, d'allouer mon argent sur des actions et des secteurs qui sont forts. Pourquoi prendre le risque, puisque déjà quand vous entrez sur le marché, vous faites courir un risque à votre portefeuille, okay, à votre portfolio. Donc, pourquoi multiplier ce risque en rentrant sur une action qui fait partie d'un secteur faible, qui sous-performe, et qui elle-même ne donne pas de signe de tendance, puisqu'on voit bien qu'elle est dans une tendance plate. Donc la seule raison de rentrer sur Ipsen, ce serait de dire je suis sur un range, à l'intérieur d'un range, je paye le range. Mais compte tenu du fait qu'on a des tendances, une moyenne mobile à 10 périodes, donc réactive, qui viennent passer baissière. Bon, vous me direz, ça veut peut-être rien dire parce que de toute façon, on est dans un trading range et que les moyennes mobiles dans un trading range ne sont pas très importantes. Ok, vous marquez un point. Si on regarde le RSI, il est quand même borné à 65 et à 29. C'est un RSI de marché baissier. Quand on regarde l'ADX, il est totalement flat, donc zéro tendance, ça on le savait déjà. On a quand même un DI- qui est en train de partir nettement à la hausse. Donc ça veut dire que on a plutôt du pessimisme qui prévaut sur le titre. Donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'il va y avoir effectivement un rebond sur ce niveau de support à 103, mais peut-être que ce rebond, il va tourner court, qu'on ne sera jamais capable d'assister à une reprise significative qui dépasse le niveau à 110 et puis que derrière, boum, on repartira à la baisse et ça s'inscrira dans un mouvement qui par ailleurs, depuis le début du mois de juin, enfin depuis le début du mois de juillet, la fin du mois de juin, pardon, est baissier. Donc ce que j'essaye de vous expliquer, de vous transmettre à travers ce discours, c'est que chaque fois que vous rentrez sur le marché, vous prenez des risques et je ne vois pas la justification intellectuelle, je ne vois pas de justification intellectuelle pertinente pour risquer de l'argent sur un titre qui est dans une tendance haussière de court, excusez-moi, pour un titre qui est dans une tendance baissière à court terme depuis le mois de juin, qui est dans une tendance flat à moyen terme et qui par ailleurs donne des signes qui ne sont pas très encourageants du point de vue des indicateurs techniques, avec un RSI qui est borné négativement à des bornes de bear market sur le RSI et par ailleurs un ADX qui est flat avec un DI- qui est en train de se réveiller. Donc c'est pas une idée de trading que je favoriserais si on m'interrogeait sur la pertinence ou pas de rentrer à l'achat sur Ipsen. Voilà, c'est juste un partage avec vous de ma compréhension des choses et de l'évaluation que je fais de la situation. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Non, pas de question, Laurent. Alors, dans ce cas-là, on continue avec Société Générale qui, elle aussi, nous montre un encéphalogramme plein. C'est-à-dire que quand on se met à long terme, c'est-à-dire depuis juin 2016, on est dans une tendance haussière. Quand on se met à moyen terme, on voit qu'on est sur un marché qui évolue de manière latérale. Ça, c'est depuis le mois de mai de cette année, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça va faire 4 mois et demi que Société Générale ne fait plus rien. Cette consolidation latérale s'inscrit dans un mouvement qui est haussier
à long terme, et par conséquent, l'analyse technique nous dit qu'a priori, les rectangles sont des figures de continuation et qu'on devrait envisager la sortie du rectangle par le haut, en tout cas à moyen terme. C'est ce que nous dit l'analyse technique. Alors maintenant, on va regarder à court terme, qu'est-ce qui se passe. On a, du point de vue des prix, bon, les moyennes mobiles, on s'en fiche, elles ne sont pas pertinentes dans un contexte de trading range latéral. On est sur un marché qui est plat, avec un prix qui est aux 2/3 du trading range. Donc, contrairement à Ipsen, qui était proche d'un support, là, pour le coup, pour Société Générale, on est vraiment au beau milieu du gué. Donc, on est vraiment dans un contexte technique qui ne favorise pas la prise de risque. Pourquoi? Bien parce que d'abord, on est en consolidation. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est une consolidation. Une consolidation, c'est l'équilibre du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Quand vous êtes dans une tendance haussière, vous êtes en présence d'un marché qui est dominé par les acheteurs. Et vice-versa, dans une tendance baissière. Quand vous êtes dans une consolidation, vous avez un marché qui est incertain et qui, par conséquent, reflète l'équilibre du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a aucune conviction sur le marché, aucune conviction de court terme. À long terme, on a vu qu'il y avait une conviction acheteuse, puisque le titre progresse depuis 2016. Mais à très court terme, on voit que finalement, le titre Société Générale est en train de faire une pause et qu'on a des opérateurs qui se contentent parfaitement du fait que la tendance est plate et qu'elle ne va nulle part. Quel intérêt avons-nous à rentrer sur un titre alors que le consensus est totalement plat et totalement neutre sur cette valeur? Nous n'avons aucun intérêt. Donc, sur Société Générale, pour avoir un mouvement directionnel plus franc, il va falloir dépasser 50,30 €, la précédente résistance, et à l'inverse, pour avoir un mouvement baissier qui prenne du corps, il va falloir casser 45,42. Tant qu'on est à l'intérieur de cet intervalle, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire sur Société Générale, sauf que il faut attendre le dépassement ou la rupture de l'un de ces deux niveaux pour avoir une lecture plus affirmée d'un nouveau mouvement directionnel. Le fait qu'il n'y ait pas de tendance se retrouve très facilement sur cet ADX qui est complètement flat. Je vous rappelle qu'un ADX qui commence à donner des signes de vie, c'est au-dessus de 20, voire au-dessus de 25. Il est à 10, autrement dit, rien à signaler du côté de la tendance. Et puis par ailleurs, on a un DI plus et un DI moins qui n'arrêtent pas de se croiser. Autrement dit, une alternance d'optimisme et de pessimisme sur Société Générale à très court terme qui montre qu'aucun des deux camps n'est en mesure de prendre l'ascendant sur l'autre. Du point de vue du RSI, on a des bornes qui sont à 35 et des bornes hautes qui sont à 66. C'est moyennement baissier. Autrement dit, pour le coup, sur Société Générale, on n'a vraiment aucun signe qui nous montre, en tout cas pour le moment, que le titre va repartir à la hausse, si ce n'est que, à long terme, encore une fois, on est dans une figure de continuation qui s'intègre dans une tendance haussière et que, a priori, c'est vers le haut que le titre devrait finir par s'extraire. Donc c'est pour ça que j'ai mis next, point d'interrogation. A priori, je privilégie, conformément au corpus de l'analyse technique qui nous dit que les figures de consolidation en rectangle sont des figures de continuation, je privilégie donc la sortie haussière de Société Générale avec une confirmation par le dépassement de la résistance à 50,30 €. Y a-t-il des questions, Mathieu? Pas de questions non plus sur Société Générale. Alors, dans ce cas-là, on va aller voir Nestlé. Alors, c'est la journée des trading range. Ben, écoutez, c'est intéressant parce que ça vous montre que souvent sur le marché, d'ailleurs, il y a une loi qui dit que les marchés sont en range 2/3 du temps et en tendance un seul le dernier tiers. Donc, avoir des marchés qui consolident, c'est pas du tout étonnant. Sur Nestlé, allez, comme d'habitude, on suit notre méthode, on va aller voir ce qui se passe sur le moyen terme. On est là aussi sur une tendance de long terme qui est haussière, sur une tendance de moyen terme, novembre 2016, qui est haussière.
Et après, on est là aussi dans un trading range entre 79,48 et 86. Ok? Donc ça veut dire que tant qu'on est au-dessus à moyen terme de 79,48, eh bien, on privilégie la lecture haussière qui vient de loin, c'est-à-dire le long terme, toute cette hausse, et le moyen terme, toute cette impulsion haussière. Donc, on est haussier neutre sur Nestlé, haussier parce que sur des horizons de temps élargis, la tendance est favorable, neutre parce que là, on voit bien qu'on est toujours sous le niveau du mois de juin et que on fait pour le moment du surplace. Donc, attendez, je vais reprendre mes écrans. Donc, on est en présence d'un titre qui fait partie du secteur alimentation et boissons, qui est en ligne avec le reste du marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-indication à posséder des actions de ce secteur. Il performe à peu près de manière équivalente au reste du marché. À court terme, on est donc dans un mouvement qui est neutre, et sur le très très court terme, c'est-à-dire depuis le 22 septembre, on est aussi neutre parce qu'on avait un niveau de support, on l'a enfoncé. Donc on est vraiment très neutre là aussi sur Nestlé à court terme. Là aussi, on est au milieu du trading range, on est loin de la zone de support, loin de la zone de résistance. Donc du point de vue du trading, aucun d'intérêt à rentrer sur les niveaux actuels sur Nestlé parce qu'on est malgré tout encore un petit peu loin du stop. Les moyennes mobiles, on s'en fiche puisqu'on est dans un trading range. Le RSI, donc il est entre 73 et 37. C'est pas mal, c'est un marché haussier, gentiment haussier. Il y a eu une belle réaction sur 37. Bon, ça veut dire que on peut tout à fait, peut-être, mais le peut-être est important, repartir à partir de ce niveau de résistance intermédiaire ici qui deviendrait support. L'ADX, lui, on a un DI- qui passe au-dessus du DI+, ça veut dire qu'on est en consolidation. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que sur Nestlé, tant qu'on est au-dessous de 86 et au-dessus de 80, on est dans une consolidation de moyen terme et ce n'est que le dépassement de 86 qui donnerait le signal d'une reprise de la tendance haussière de long terme. De la même manière, si on enfonce 80 euros, alors ça veut dire qu'on a vraisemblablement un risque baissier de court terme qui viendrait donc rentrer sur le marché et qu'on irait vraisemblablement sur la zone des 76 euros 65. Donc, j'ai envie de dire que idéalement, pour préserver une lecture technique favorable, il ne faut pas enfoncer 80 euros. Du point de vue du trading à court terme, il n'y a absolument rien à faire. Si on retourne sur 80 euros, on pourrait éventuellement songer à des opérations d'achat avec un stop très proche qui serait au-dessous de 80. Si en revanche, on casse 80 en clôture et a fortiori en clôture hebdomadaire, alors ça veut dire qu'on pourrait vraisemblablement retourner sur 76, voire plus bas. Ça voudrait peut-être dire, ce sera le mot de la fin, que cette séance de consolidation était en fait une séquence plutôt de distribution, qu'on va avoir un risque baissier qui apparaît sur le titre. Voilà, on a terminé avec Nestlé. Question d'Alain Laurent sur Nestlé. Euh, du point de vue de l'analyse technique, est-ce que l'on peut continuer à conserver le titre en fond de portefeuille? Ah oui, absolument. Quand on revoit non, c'est pas ça. Quand on revoit la progression du titre, bon, regardez, je vais simplement vous mettre, voilà, depuis 2009, on est sur un titre qui est dans une tendance haussière de fond indéniable. Donc, il n'y a aucune raison technique
de ne pas posséder en portefeuille sur un horizon de temps lointain du Nestlé. Je n'ai aucun élément à vous montrer qui préfigurerait d'un retournement baissier, à savoir d'un consensus nouveau qui émergerait sur le titre en faveur de vente et qui ferait qu'on a un risque qui apparaît. Si effectivement on enfonce ce niveau à 79,48, ce niveau qui borne la consolidation actuelle, alors il y a un risque de voir le titre retourner potentiellement beaucoup plus bas, c'est-à-dire par là. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer si on enfonce 79,48, mais si on le fait, alors il y aura comme nouvelle potentialité le retour à 64,86 avec des niveaux intermédiaires qui seront ici. Voilà. Je marque les niveaux pour Alain et je vais zoomer. Voilà. Donc, sur Nestlé, à moyen terme, au-dessus de 79,48, aucun souci. On est en consolidation latérale. Au-dessus de 86, reprise de la tendance haussière. Si on casse 79,48, premier target baissier 73,63, deuxième target 79, et puis le niveau qu'il faut absolument pas casser sur Nestlé, c'est 64,86. Hein. Si on le fait, ça veut dire qu'on est peut-être sur un marché qui va partir en consolidation beaucoup plus large avec un risque baissier beaucoup plus important. Mais on n'y est pas du tout pour le moment. Voilà pour Nestlé. Je voudrais terminer avec l'euro-dollar, Mathieu, parce que c'était une question de Robert sur l'euro-dollar. Alors, rapidement, on est dans une tendance haussière depuis le début de l'année, donc à moyen terme, on est dans une tendance haussière. Ou on va peut-être dire les choses différemment. Si on considère le début de l'année comme du long terme, alors on peut dire tendance haussière de long terme, tendance de moyen terme, c'est-à-dire depuis l'été, tendance plate, et puis tendance de court terme, c'est-à-dire depuis le 8 septembre, baissière. Donc, c'est très important de comprendre et d'intégrer, et c'est parfois difficile à le faire, de comprendre que un même sous-jacent va présenter, selon l'horizon de temps envisagé, des tendances différentes. C'est pour cela que lorsque vous posez la question à un analyste, que pensez-vous de l'euro-dollar? Ou si quelqu'un vous pose la même question, cette question n'a aucun sens si on ne précise pas la temporalité qui lui est associée. Qu'est-ce que je pense de l'euro-dollar à moyen ou long terme? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que je pense de l'euro-dollar depuis le début septembre? Ça, c'est une question qui a du sens. Mais si vous me dites, qu'est-ce que vous pensez de l'euro-dollar? Je vous répondrai, je ne peux pas vous répondre. J'ai besoin de savoir sur quel horizon de temps vous réfléchissez. Donc, sur l'euro-dollar, à moyen terme, on voit qu'on est sur une tendance plate avec un croisement de moyenne mobile qui nous montre bien que la 10 est en baisse, mouvement baissier, la 40 est plate. On voit bien qu'on est sur un horizon de temps supérieur, sur une tendance qui est neutre. Sur ce sous-jacent, on a potentiellement un titre qui est en train de mettre en place une tête-épaule
un petit peu compliqué, un petit peu tourmenté, avec une épaule gauche qui a été formée en août, une tête qui elle-même est une tête-épaule, une épaule droite un petit peu complexe avec deux sommets, mais dans l'esprit, parce que c'est ça qu'il faut toujours garder en mémoire, dans l'esprit, on a bien deux sommets qui sont baissiers maintenant, et il nous manque un nouveau creux baissier pour qu'on ait deux creux qui le soient également. Autrement dit, sur l'euro-dollar, on a potentiellement un marché qui est en train de se retourner. Et quand on voit que le rebond sur 1,1660 a été dans l'incapacité de dépasser la première zone de polarité à 1,1880 et que par ailleurs, cette moyenne mobile arithmétique à 40 périodes a été, alors qu'elle était support, nouvelle résistance, et qu'on a une très longue bougie noire qui vient à peu de choses près s'écraser sur le support, je ne peux exclure le retournement de l'euro face au dollar, autrement dit un renforcement du dollar qui est conforme au taux d'intérêt américain qui accélère plus vite que les taux d'intérêt européens, une courbe des taux aux États-Unis qui est en train de se quantifier, qui montre qu'on a un signal d'une intégration, d'un retour de l'inflation de la part des investisseurs aux États-Unis, qui nous montre donc que tous ces éléments plaident en faveur d'un soutien ou d'une reprise haussière du dollar, et que dans ce contexte global macro, une baisse de l'euro, d'autant plus qu'on a eu cet après-midi un discours qui finalement a été assez dovish de la part de Mario Draghi, une rupture de ce support sur l'euro-dollar ne peut pas être exclue, et que sur la rupture de cette ligne de coût, eh bien c'est vers 1,1290, 1,13 que l'euro pourrait retourner avant de voir quel serait le scénario suivant, c'est-à-dire soit une reprise haussière et on serait dans une grosse zone de consolidation entre 1,13 et 1,20, soit un mouvement de plus grosse amplitude sur l'euro avec un retour plus bas, c'est-à-dire vers 1,10. Voilà, j'ai terminé pour les analyses. Je voudrais quand même répondre à une question, parce qu'on a toujours une question théorique et c'est génial chaque semaine. Et Mathieu, c'est Alain Exactement. qui nous pose la question suivante. Je vais vous la lire et je vais par la suite y répondre. Sous ou au-dessus de quel niveau un actif passe-t-il de neutre à baissier ou haussier? Pouvez-vous donner un exemple? Alors, pour répondre à Alain, quand on est dans une tendance haussière, on est sur une séquence directionnelle caractérisée par la succession de creux et de sommets qui sont ascendants. Okay? Chaque fois que vous avez dans une tendance haussière un nouveau sommet, vous regardez où est le dernier creux. D'accord? On a fait cet exercice ensemble, on va le refaire rapidement. Ici, on est dans un trading range. Ici, on fait un nouveau sommet. Dès qu'on a fait un nouveau sommet, ne parlons pas du gap, parce que le gap peut servir de support, mais ne compliquons pas les choses. Dès que vous avez fait un nouveau sommet dans une tendance haussière, quel est le niveau d'invalidation de cette tendance haussière? Le dernier creux. C'est-à-dire, il est ici. Je vais le marquer. Dès que vous faites un nouveau sommet, le niveau d'invalidation de cette tendance haussière, il est à 1,0558. Dès que vous faites un nouveau sommet, le niveau d'invalidation de la tendance, il est sous le dernier creux. Vous suivez en fait. Là, tant qu'on n'a pas fait un nouveau sommet par rapport à celui-ci, le niveau d'invalidation reste à 1,0823. Dès qu'on fait un nouveau sommet, on remonte le niveau d'invalidation sous le creux qui précède le nouveau sommet. Dès qu'on fait un nouveau sommet, on monte sous le dernier creux.
Ok, vous avez compris. Donc en fait, on suit ce qui caractérise une tendance, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. C'est ce que je vous répète, je crois, quasiment chaque semaine depuis que ces webinaires ont lieu. Ce qui caractérise une tendance, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est pour ça que le précepte numéro 1 de l'analyse technique, c'est que une tendance reste d'actualité, reste intacte, tant qu'on n'arrive pas à prouver le contraire. Comment on prouve le contraire? Quand la séquence directionnelle de creux et de sommets qui sont ascendants est interrompue. Quand est-ce que vous gagnez de l'argent en tant qu'investisseur? Quand vous arrivez à rentrer dans une tendance. Donc, le propre des tendances, du point de vue du trading ou de l'investissement, le propre d'une tendance, c'est qu'elle se gère par le stop. Vous ne savez pas jusqu'où elle va aller. Donc, vous devez attendre à chaque fois l'inscription d'un nouveau sommet et vous remontez votre niveau d'invalidation, pas sous n'importe quel creux, sous le creux qui a lancé l'impulsion, qui a permis l'inscription d'un nouveau sommet. D'accord? Quand ce niveau d'invalidation est enfoncé, eh bien Alain, c'est là que la tendance qui était haussière redevient neutre. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir pour la première fois une interruption de la tendance haussière avec des creux qui étaient ascendants et vous allez avoir le premier creux qui est descendant puisqu'il va se faire sous le creux précédent, celui qui avait précédé le dernier sommet. J'espère que vous me suivez. Et donc, où est-ce que une tendance repasse neutre, une tendance haussière? Une tendance haussière repasse neutre quand le dernier creux qui précède l'inscription du dernier sommet a été enfoncé en clôture et que par conséquent, pour la première fois, on a un creux plus bas que le précédent. Ça invalide la tendance haussière. Elle n'est plus haussière. Et quand est-ce qu'elle devient baissière? Parce que là, vous avez un nouveau creux plus bas, mais vous avez toujours votre dernier sommet qui est plus haut. Eh bien, la tendance devient baissière quand vous venez d'inscrire donc un nouveau creux plus bas, qui a une réaction haussière, un nouveau sommet, et que ce nouveau sommet va être moins haut que le précédent sommet, et qu'on va repartir à la baisse. Et là, vous allez avoir deux creux et deux sommets, 2 à 2, qui sont baissiers. Et là, on peut parler de retournement de tendance. Voilà Alain, j'espère que j'ai été clair pour vous et pour tous les autres, parce que c'est un concept extrêmement important à bien comprendre et à appliquer correctement pour identifier les tendances. Voilà Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres Merci, questions? Laurent. Alors, il y a encore des questions, mais sur euh, des nouvelles analyses sur des nouveaux titres. Alors ça, on les garde pour la semaine prochaine. Il y en a pour la semaine prochaine. Donc, On les Jean-Michel, garde. rendez-vous la semaine prochaine. Et j'en profite, du coup, Laurent, je te reprends la main Vas-y. sur l'écran. Je montre mon écran. Et voilà, je réinsiste encore une fois. Rajoutez bien cette adresse mail quand vous nous envoyez vos questions, varan.info@bnpparibas.com avec Varan au pluriel. Ça nous permet à toute l'équipe, donc Falco et moi-même, de voir les mails. Et en l'occurrence, quand Falco n'est pas là, je peux plus facilement les transmettre à Laurent. Et ça vous évitera encore une fois que votre question passe à la trappe. Merci Laurent pour toutes tes analyses et ton temps. Tout le monde est ravi hein, par tes explications et la clarté de tes propos. Et alors, excuse-moi, je suis en train de lire les questions, enfin, les messages des internautes. Donc tout le monde est très content et te remercie. Ben écoutez, moi c'est moi qui vous remercie également d'avoir partagé votre temps avec Mathieu et moi-même. Je suis content que ces webinaires vous intéressent. Leur objectif, c'est vraiment de vous permettre de mieux interpréter, de faire moins d'erreurs sur les marchés grâce à l'analyse technique, sachant que cette discipline permet certaines choses, ne permet pas
d'autres, mais quand il s'agit d'identifier les niveaux qui invalident une tendance, quand il s'agit de comprendre quels sont les secteurs qui surperforment et qui sous-performent les autres, eh bien, c'est tout à fait pertinent et utile d'utiliser correctement l'analyse technique. Donc, c'est moi qui vous remercie d'être avec nous. Je suis très heureux et je suis sûr que Mathieu est également très heureux que vous soyez satisfait Effectivement, de ces content webinaires. que ce programme attire autant de monde et puis et ravisse autant de personnes. On a Jean-Paul voilà, qui nous dit que ces séances portent leurs fruits. Je pense qu'on n'a pas de meilleure récompense, en tout cas pour nous, de savoir que voilà, c'est vraiment utile et ça ne sert pas à rien. Absolument. Exactement. Donc, je vous remercie d'être là. Je compte sur vous non seulement pour être là la semaine prochaine, mais pour parler à tous vos amis en leur disant qu'il y a un super webinaire avec BNP Exactement. le jeudi pour que vous soyez toujours plus nombreux et que vous posiez toujours plus de questions parce que vous posez tous des questions très très différentes et ça permet vraiment de couvrir finalement assez bien l'ensemble des questions qu'on se pose quand on fait l'analyse technique. Donc je suis tout à fait heureux des questions que vous posez. Pour tous ceux qui ont posé des questions en séance auxquelles nous n'avons pas répondu, ne vous inquiétez pas, je sais que Mathieu va toutes les noter, qu'il va me les transmettre et qu'on y répondra la semaine prochaine. Et bien en attendant, je vous souhaite un super week-end et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain avec Mathieu Oufalco et moi-même. Effectivement. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.